vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix de 17h à 19h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, avec Philippe David. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Cécile. Comment allez-vous ? Ça va parfaitement bien, surtout que je suis très content. Pour contrer Françoise Degois, aujourd'hui, il y a Loïc Le Floch-Prigent. Et ils sont l'un à côté de l'autre. Et comme je sais qu'il aime bien... C'est mon copain. Ah bon, je l'aime beaucoup. Vous avez de drôles d'amitié, Loïc. J'aime beaucoup parce que, en fait, Loïc Le Floch-Prigent, ça procède toujours de la même manière. Première phrase, on s'engueule. Et à la fin, on est d'accord contre qui ? Contre vous. Ça y est. Toujours, il y a un moment donné où vous finirez victime expiatoire. De toute façon, sachez-le. Sachez que ce n'est pas mon fantasme. Non, c'est bien que ça ne l'est pas, mais c'est votre réalité. C'est ça. Ça démarre follement, j'ai envie de dire. Avant qu'on commence à se chamailler gentiment, je voulais revenir sur les performances exceptionnelles de la position de Sud Radio. Notre écoute digitale a atteint son niveau le plus élevé avec une progression remarquable de 54% par rapport à l'année précédente. Vous êtes plus de 2,4 millions d'écoutes actives en janvier 2024. Et ça, je peux vous assurer, c'est bravo à toute l'équipe de Sud Radio. Bravo à toute l'équipe, parce que tout le monde est au même moment. Sauf, bien sûr, on sait qui. Bon, voilà, c'est important de le dire. On va finir par le croire. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Alors qu'il est un pilier. Ouais, absolument. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe David. 0826 300 300, c'est ce numéro. Toujours Aude avec nous, souriante et gaie comme un petit pinson, comme hier. Allez, le sommaire de cette émission, à 17h30, il y a du changement dans le tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. Quelques personnalités font des bonds en avant. Gabriel Attal, Ségolène Royal, Rachida Dati et Nicolas Dupont-Aignan. On vous donnera les chiffres à partir de 17h30. Alors, suspense, parlons vrai. Est-ce que ce sondage peut marquer un renversement dans la politique française, comme on dit dans le rugby, et Sud Radio est la radio du rugby, les mouches sont-elles en train de changer d'âne? Y a-t-il un effet Gabriel Attal? Est-ce que c'est le début d'une guerre des chefs dans la majorité? Et à cette question, Gabriel Attal est-il en train de devenir le candidat naturel de la majorité à la présidentielle? Eh bien, vous dites non à 79%. Tiens. Philippe Bilger sort son mouchoir. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et pour le consoler, Frédéric Dabi sera avec nous, directeur général de l'IFOP. Et puis, le coup de projecteur à 18h30, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam Majoub Majoubi, des Bagnols sur 16, pour ses propos sur les drapeaux tricolores. Bien que le retrait du titre de séjour soit envisageable, l'expulsion de l'imam présente des défis juridiques significatifs. Il faudra donc une preuve de trouble à l'ordre public ou d'apologie du terrorisme, condition nécessaire pour faire face à un résident de longue date, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que nous sommes désarmés avec notamment la Convention européenne des droits de l'homme? La syndicaliste policière Linda Kebab disait sur un média concurrent ce matin qu'on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il avait des enfants mineurs. Allons plus loin, est-ce que notre propre état de droit, franco-français, est aussi une arme pour les adversaires des lois de la République? Faut-il modifier le cadre législatif pour pouvoir expulser facilement les prêcheurs de haine? Eh bien vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Encore et toujours Aude au 0826 300 300. Et pour en parler, Elodie Journoux sera avec nous, avocate en droit d'asile et en droit des étrangers. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, des experts, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, avec des sujets qui doivent lui plaire. Sûrement. En tout cas, le premier me plaît beaucoup. J'en suis certaine. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Oui, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Alors là, le grand retour du Diable Vauvert de Ségolène, j'en reviens absolument pas. Ouais, on en parle. Ne dites rien. C'est vrai que je suis très contente. Bon, c'est mardi, à Philippe David. Bon, ça, c'est toujours, vous savez, c'est comme l'hiver au Canada. On peut pas faire ça. Philippe David, c'est qui Philippe David? C'est un type qui est à côté, normalement, de vous depuis des années. C'est ça. C'est comme l'hiver au Canada. Il faut juste accepter qu'il y a l'hiver au Canada et puis un jour c'est le printemps. Un jour il sera plus là. Le mangeur de viande. Loïc Le Floch-Prigent est avec nous, ingénieur et dirigeant d'entreprise. Bonsoir Loïc. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes en forme? Moi aussi, ravi d'être là. Oui, dites-le. Avec Françoise et Philippe. Ça va être une belle soirée. Avec Françoise et Philippe. Et nous, non, d'accord. Vous êtes les animateurs sur lesquels Françoise a dit qu'on allait s'entendre contre vous. Ah ouais, d'accord. Non, contre lui, pas contre moi. C'est un complot. Oh là là. On sait déjà. C'est déjà écrit, tu vois. Et vous connaissez Cédric? Eh ben, on va vous le présenter, Cédric, qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Salut Bonsoir Cédric. tout le monde, je suis content, mais bon, apparemment, encore. Non. Pourquoi encore? On n'a pas dit encore. Non. J'ai cru entendre encore. Non, j'ai dit non, pardon.
Cédric, j'ai dit ah non, pas encore. Mais on le connaît. Ah non, pas encore. Le connaissez-vous? Ah non, pas encore. Ah non, pas encore. D'accord. Voilà, vous connaissez Cédric? Okay. Ah non, pas encore. Voilà. C'était. Tu t'étonnes comment ton écoute digitale, les gens réécoutent pour essayer de comprendre ce qu'on dit. Je vous écoute tellement souvent qu'en fait j'ai l'impression que vous avez l'habitude de m'entendre. Écoutez, peut-être que vous parlez très fort et qu'on vous entend vraiment. Merci en tout cas Cédric d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez revenir sur quoi dans quelques instants? Je voudrais savoir s'il faut vraiment continuer à manger bon et très cher ou finalement manger très très pas cher et vraiment très très dégueu. Voilà, on en parle dans un c'est instant, la pub, vous ça. bougez pas. C'est une pub, non? Ouais. Bon teasing, et tout de suite le répondeur et on écoute. Bonjour, Serge à l'appareil de Marseille. Vous êtes en train de parler sur les bruits de l'arc républicain. L'arc républicain, je ne sais pas si c'est un arc républicain ou pas, mais ceux qui sortent des conneries pareilles du côté du gouvernement ou de la présidence, c'est des sacrées flèches. Hein. Bonne continuation. C'est ce qu'on appelle parlons vrai, soyons cash. L'arc républicain avec les flèches, bravo pour le jeu de mots à Serge de Marseille. C'est joli. L'arc Vous auriez républicain. pu le faire. Ouais. Mais je l'ai laissé à Serge. Je trouve qu'il n'a pas tort. Et en ce qui me concerne, on l'a déjà traité ce sujet. Oui. Je Oui, crois mais il réagit au débat d'hier. je suis heureux de voir qu'il y a une grave discordance entre le président et le Premier ministre. Et bien sûr, ma dilection intellectuelle et politique va vers le Premier ministre qui continue à m'étonner favorablement. Ah, très bien, Françoise. Oui, moi je suis absolument d'accord avec ces débiles. Et surtout, où est-ce qu'on place l'arc? Parce qu'avec C'est la Emmanuel question qu'on Macron, posait hier. l'arc change tous les 4 matins. Il peut même arriver à se contredire du matin parfois dans la journée. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, le RN n'est plus dans l'arc. Après, il est à nouveau dans l'arc. Et finalement, il ne l'est plus. Et puis, ils sont très très méchants. Mais en même temps, ils sont très très méchants. Mais il engueule Elisabeth Borne quand elle dit du mal du RN et de Pétain. Et en même temps, lui, il dit du bien de Pétain. Et en même temps, c'est le grand méchant loup. Bref, vous lisez l'interview dans l'Humanité. La clarté dans la confusion. La clarté dans la confusion. Mais je pense que c'est pas une confusion. C'est une confusion volontairement entretenue. Évidemment, ça s'appelle se prendre les pieds dans le tapis à la fin, bien sûr. Loïc Le Floch prison. Il fait compétition avec Edgar Faure, hein, c'est clair. Il considérait que c'était pas lui qui changeait, c'était le vent. C'est pas les girouettes qui tournaient, c'était le vent. C'est le vent, oui, c'est tout. Hein. Fait une compétition avec Edgar Faure. Je sais pas s'il va la gagner. On verra. Écoutez, Edgar Faure qui nous a quittés il y a très longtemps. C'est méchant, ça. On verra. En Mais c'est attendant, pas faux. C'est pas faux. on méchant, retourne non, à Béziers, nos amis, avec Cédric. Cédric, est-ce qu'on doit acheter très cher pour manger très bon? C'est une vraie question. En fait, oui, je me suis posé la question et j'étais content d'intervenir parce que voilà, il m'est arrivé quelque chose à midi. En fait, on a fait un petit repas avec les enfants. J'ai fait des cordons bleus et ma fille me regarde, elle me dit "Papa, c'est pas bon." Elle a 5 ans et on se restreint énormément. Et on se retrouve à finalement acheter de la merde pour manger parce que c'est vraiment difficile, très très difficile. Et quand on voit ce qu'on a, on se dit oui, on peut pas. Alors on passe devant des belles boutiques où il y a de la viande qui est maintenant sous vitrine parce que c'est devenu tellement cher que c'est aussi cher que les bijoux. Donc ouais, je suis scandalisé quand on sait qu'en fait sur un produit, que ce soit de la tomate, de la carotte ou n'importe quoi, il y a 3, 4, 5 intermédiaires. C'est pour ça que les prix sont si chers. Donc en fait, je crois qu'il va falloir remettre un petit peu les pieds dans le plat. Et puis voilà quoi. J'ai acheté du miel. Le miel, en fait, c'est du miel origine France. En fait, quand on regarde bien, non, il n'est pas origine France. Il y a marqué Bulgarie dessus, il y a marqué Argentine. C'est souvent des mélanges, les miels. Hein. Les miels industriels, vous avez un peu de miel hongrois, un peu de miel argentin, un peu de miel bulgare. Il y a 10 miels dans le même pot. Le pire, en plus de ça, Cédric, c'est que ce miel-là, tous les miels, et surtout, on parle tout le temps du miel ukrainien, mais le miel chinois, c'est 80% de sirop de glucose. Vous vous rendez compte uniquement pour soutenir le temps. Vite fait du miel. Je vous ai juste simplement dit qu'en fait, à la base, c'est une société française et ils sont apiculteurs depuis 1920. Ils se reconnaîtront. Donc vous imaginez un peu le truc. C'est aberrant. J'ai renvoyé un courrier, ils m'ont répondu des choses aberrantes. Mais quand je vous dis aberrante, c'est aberrante. C'est un truc de fou. Et pour voir où sont les provenances, en fait, c'est écrit maintenant au laser à encre. Donc en fait, c'est mélangé dans le laser à encre où il y a marqué la date de fin de préemption et machin et tout. Donc en fait, on s'en rend pas compte et on le voit pas. Voilà. Donc Il le oui, planque. on mange très peu.
très mal. Et moi-même, pour que mes enfants puissent manger correctement, moi je saute 1 ou 2 repas. Voilà, je serais capable de faire mon miel de ce sujet. Moi, je suis très touché par l'émotion que je sens de Cédric. Ça me brise un peu le cœur. Surtout ce que vous a dit votre petite fille. C'est le combat de la démocratie. Surtout le fait qu'il saute 1 ou 2 repas pour que les enfants puissent manger correctement. C'est le combat de la démocratie alimentaire. Je pense qu'on peut parler du prix des agriculteurs, mais le vrai combat à mener, aucun politique ne s'en est emparé. Je désespère un peu du côté de ma famille, la gauche. Le vrai combat, c'est celui sur la démocratie alimentaire. Nous sommes en train de vivre une injustice sociale alimentaire avec des gens qui ont de moins en moins d'argent qui mangent mal et les gens qui en ont encore qui mangent mieux. Loïc Le Floch, du point de vue technique, l'histoire des labels qu'on a essayé de mettre en place est une horreur parce que chacun applique sa propre notion de label et on n'y arrive pas. Donc il y a un vrai sujet, il y a un petit ménage à faire quand même. Qui tient à l'ensemble du monde de l'industrie alimentaire et de la distribution. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à mettre un petit drapeau bleu, blanc, rouge, origine en sur Bretagne, la viande, ça marche. Oui, mais qu'on arrête avec les origines France. Et en fait, c'est pas France. Alors, en fait. avec les origines France, c'est affreux. Et sur un certain nombre de produits transformés, c'est affreux. C'est affreux. Mais sur la viande elle-même, par exemple, le label VF, viande française, par exemple, vous pouvez lui faire confiance. C'est un vrai label. Allez, merci beaucoup Cédric. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous garde pendant au moins une demi-heure. Je suis trop contente. Donc vous réagissez comme vous voulez et puis surtout préparez-vous. Parce que là pendant une demi-heure vous n'allez pas parler tout le temps, donc vous pouvez regarder un peu les journaux, les trucs pour gagner ou qui c'est qui l'a dit. Il va nous aplatir. Nous on veut vraiment que vous gagniez. Non mais il est très bon. On sent il est structuré et tout. Il va nous aplatir quoi. Il est bon. Moi je dis allez Cédric, allez bon. Ça va. Dans un et après elle va favoriser Bilger, vous verrez. Oui, mais moi, elle m'a grugé pour faire gagner l'auditeur. Bien entendu, c'est Cédric et Philippe Bilger. Non, mais l'un ne va pas sans l'autre. Bien entendu. Cédric, vous restez avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire de mon Philippe Bilger. Voilà. On parle de quoi ? Même Jonathan Daval a le droit de déposer plainte. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les vraies voix jusqu'à 19h. Avec Philippe David, les vraies voix. Bien entendu Philippe Bilger comme tous les jours, Loïc Le Floch Préjean et Françoise Degouard et vous au 0826 c'est 300, pas son chouchou. 300. Il y a quelqu'un qui m'aime heureusement. Ouais, non mais c'est vraiment désespérant. Et je l'aime, c'est totalement dénué d'intérêt. Bien sûr. C'est ça qui est bien. C'est totalement désintéressé. Dans l'autre sens, moi j'en suis pas certain parce que lui il veut les réponses du qui c'est qui l'a dit. Et il ne me demande jamais rien et je ne lui donne jamais rien. Voilà, comme ça. Il n'a pas besoin de vous demander pour que vous lui donniez. Alors au moins c'est plus simple. Nous sommes des modèles d'intégrité. C'est ça. Mais c'est ça. La transparence de la vie publique, elle est là. Voilà, j'ai envie de vous dire, tout est là, tout est dit. Je vous présente un procureur et une flic. Je vous présente c'est ça. Vous êtes les Bonnie and Clyde du paysage audiovisuel français. Pourquoi pas mais après 10 ans de prison, peut-être. On ne tue personne, au contraire. Non, on se fait du bien. Voilà, on est comme ça, c'est tout. Bah oui, c'est fait vraiment du bien. Bizarre. Cette émission tourne bizarrement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas, il y a une soucoupe en stationnaire sur la radio. J'en sais rien. Il y a un truc bizarre ce soir. Allez. Alors j'ai envie de vous dire, regardez-vous dans un miroir, vous verrez que des jaloux. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. On va parler de ce féminicide impressionnant devant le tribunal de Montpellier, de ces manifestants à Londres contre l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, et puis de ce commandant d'une compagnie de CRS qui a remis une médaille à Jordan Bardella qui était de passage dans le Var. Gérald Darmanin commande un rapport sur ce qui est vu comme un incident au sein du ministère de l'Intérieur. En 3 mots, ça donne féminicide, extradition et médaille. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir suite à un procès, celui de Jonathan Daval, peut-on porter plainte contre sa belle famille quand on s'appelle Jonathan Daval? Voilà, en effet, vous n'ignorez pas que Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse à l'époque. Et Alexia. Il y a une série sur Canal+ qui, paraît-il, reprend un petit peu en détail ce qui s'est passé en donnant la parole à la mère et à la sœur de la victime. Et Jonathan Daval et son avocat un peu atypique
considère que il raconte n'importe quoi sur des infanticides, des empoisonnements qu'aurait opéré Jonathan Daval. D'abord, un accusé a le droit de déposer plainte. Et deuxième élément, et je finis là-dessus, cette famille, on peut souffrir. La mère a perdu sa fille, la sœur a perdu sa sœur, mais je trouve que depuis le début, depuis la condamnation de Jonathan Daval, cette famille de la victime tombe dans une sorte de narcissisme de la douleur, se montre en permanence. Il y a un exhibitionnisme du chagrin qui peut être presque aussi déplorable que l'exhibitionnisme de la culpabilité. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, Jonathan Daval et surtout son avocat en aient eu assez, qu'ils aient eu envie de déposer plainte. Françoise Devoix. Oui, je partage point par point, je vais aller vite parce que je partage point par point tout ce qu'a dit Philippe Bilger. D'abord, je pense que le droit ne se mélange pas, se découpe pas en morceaux. Jonathan Daval a le droit et je suis moi aussi un peu gênée. Mais moi, peut-être, je me dis aussi, c'est leur façon à eux de faire le deuil. Il y a plusieurs manières de faire le deuil, voilà. On a très peu de temps. On va être d'accord tous les trois. Oui. Voilà, okay. Pour une fois. Ah ben, très bien. Prenez des photos, c'est Noël, les amis. Allez, tout de suite. Merci Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont féminicide, extradition et médaille. Un homme abat son épouse devant le tribunal de Montpellier avant de se suicider. Le couple avait rendez-vous pour son audience de divorce. La justice britannique va-t-elle extrader Julian Assange vers les États-Unis? Des manifestants se sont rassemblés devant la haute cour de Londres tout à l'heure pour défendre le lanceur d'alerte. Et puis le commandant d'une compagnie de CRS remet une médaille à Jordan Bardella dans le Var. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réclame un rapport. Les vraies voix Sud Radio. Horrifié par le féminicide qui a eu lieu devant le tribunal de Montpellier cet après-midi. La réaction du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sur les réseaux sociaux. Les coups de feu ont retenti. Tout à l'heure, lui avait 72 ans, elle 66. Tous deux avaient rendez-vous pour une audience de divorce. L'homme a abattu son épouse avant de retourner l'arme contre lui. Rarement le procureur de Montpellier, Fabrice Bellargent, n'avait eu à rendre compte d'une affaire qui concernait de si près sa juridiction. Les personnes présentes au tribunal, les avocats, le personnel a immédiatement été confiné avant d'être évacué. La communauté judiciaire est sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place sur les réseaux sociaux. Le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, a lui parlé d'un acte atroce. Il assure son soutien au personnel de justice, durement éprouvé, ajoute le maire de Montpellier. Est-ce que c'est pas complètement fou? À 72 ans, on a quand même l'expérience de la vie de tuer sa femme de 66 et de se suicider après. Malheureusement, le délire n'a pas d'âge. Et il y a peut-être, au bout de tant d'années communes, un vrai désespoir qui se traduit par un acte inqualifiable et un homme qui s'est rendu justice à lui-même. Bon, c'est horrible, mais au fond, cette tragédie, comment dirais-je, s'est refermée sur elle-même. Oui, c'est la profondeur et les tourments de la psyché. On ne peut pas sonder les cœurs et les reins. Je suis d'accord avec Philippe, bien sûr. Comme toujours sur ces questions-là. Là-dessus, on est d'accord. Toujours en permanence, oui. Loïc. Il faut dire que pour une femme de gauche, Françoise, et je le dis sans ironie, vous êtes incroyablement équilibrée. Ils sont rigolés. Il éclate de rire. Non, dans le domaine judiciaire, je veux dire, c'est rare. Oui. Vous avez une justesse absolue. Une passion pour la justice. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Et donc, vous aussi, vous êtes équilibré, voilà. Loïc. Même très sur bien. le dernier Non, mais sujet. c'est ce qui n'est pas fréquent à gauche, franchement. Ouais. Allez, le deuxième mot, extradition, avec cette foule de soutien à Julian Assange, réunie à Londres. Libérer Julian Assange maintenant, slogan repris en chœur par une foule rassemblée tout à l'heure dans la capitale britannique. La haute cour étudie un dernier recours de sa défense contre son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y risque 175 ans de prison pour fuite massive de 700 000 documents confidentiels. Des images notamment d'exactions contre des civils commises par des militaires américains en Irak ou en Afghanistan. En 2022, la justice britannique avait accepté la demande d'extradition de Washington. Une honte pour ces manifestants. C'est lui qui a dit la vérité et révélé les crimes qui ont été commis. Et il ne devrait pas être en prison pour cela.
C'est un journaliste honnête, une personne très courageuse. C'est vraiment triste d'aller en prison pour avoir simplement révélé des crimes de guerre au monde entier. Je ne peux pas comprendre cela. La Haute Cour de Londres examine aujourd'hui et demain le recours de la défense de Julian Assange aux audiences en l'absence de l'Australien de 52 ans qui ne se sentait pas bien selon ses avocats. Ouais, moi je suis partagé sur Julian Assange parce que c'est un personnage qui est assez sulfureux quand même, mais en même temps son travail, une fois qu'on a enlever les zones d'ombre, son travail sur la vérité est quand même exceptionnel. Wikileaks, c'est exceptionnel. Ça pose aussi la question de la démocratie. Est-ce que la démocratie supporte qu'on puisse soulever et mettre à nu ces petits secrets? Je pense que l'extrader, c'est le condamner à mort. Avant, en plus des interrogatoires extrêmement musclés, la Grande-Bretagne s'honorerait de ne pas le faire, mais malheureusement, je pense qu'elle va le faire. C'est lui qui a violé, je m'y perds dans tous ces Il est accusé, il est accusé, mais je pense qu'il y a eu un premier blanchiment sur cette affaire. Mais bien sûr, ce n'est pas un héros, c'est pas comme notre copain de la NH, comment il s'appelle, l'autre lanceur d'alerte là. De la NSA. Snowden, Edward Snowden. C'est pas le même que Edward Snowden. Julian Assange est beaucoup plus méphitique, j'ai envie de dire, beaucoup plus sulfureux. C'est pas Edward Snowden. Mais quand même, ce qu'il a fait est exceptionnel. Troisième mot, médaille. Gérald Darmanin réclame un rapport alors qu'une vidéo montre des CRS offrir une médaille à Jordan Bardella. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. C'est bien, je collectionne tous les services de la police. Et donc, sur mon bureau, j'ai une étagère et je l'ai... Avec une petite particularité. Une scène relayée sur X par un député RN. On y voit le président du RN, Jordan Bardella, recevoir cette médaille des mains du commandant d'une compagnie de CRS. C'était lundi à Saint-Laurent-du-Var. Le ministre de l'Intérieur indique avoir rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Ils peuvent visiter les lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici, déclare son entourage à l'agence France Presse. Il y a eu manifestement une erreur d'appréciation lors de l'acceptation de cette visite par le préfet des Alpes-Maritimes, explique aussi l'entourage de Gérald Darmanin. Alors pour info, la médaille est destinée aux visiteurs occasionnels, indique le député RN qui a publié cette vidéo. Elle raconte l'histoire de la compagnie. Oui, ça, Philippe Bilger, je suis étonné, moi j'aurais pu discuter le fait qu'une compagnie donne une médaille à quelqu'un qui est impliqué dans la vie politique à l'heure actuelle, et donc il y aurait eu comme une violation de l'obligation de réserve. Mais apparemment c'est pas le cas. C'est pas ça le problème. Oui, moi je pense que, que ce soit ça ou pas le problème, c'est une violation de toute façon du devoir de réserve des fonctionnaires, et ça aurait été, ils auraient fait ça avec Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dit exactement la même chose. Ça non plus, ça ne se découpe pas. Bon, c'est de la stratégie, et tout ça donne encore du grain à moudre à Bardella. Oui. Moi, j'ai reçu des tas de médailles. Je me suis jamais posé de question. J'avais le droit de les recevoir ou pas à chaque fois que je suis allé quelque part. Vous l'avez mais t'étais pas candidat. Vous étiez pas candidat, Loïc. Voilà. Il y a eu comme ça des erreurs. J'imagine c'est des erreurs. Oui, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match publié aujourd'hui, Gabriel Attal pourrait remonter dans l'estime des Français, Philippe. Oui, on vous pose cette question. Est-ce qu'il est en train ce sondage peut marquer un renversement dans la politique française? Est-ce qu'il y a un effet Gabriel Attal, sachant qu'il est arrivé à Matignon il y a maintenant 1 mois et demi? Est-ce que c'est le début d'une guerre des chefs dans la majorité? Notre sondage, #IFOP, Gabriel Attal est-il en train de devenir le candidat naturel de la majorité à la présidentielle? Eh bien, vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous sommes très heureux d'accueillir forcément Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Est-ce que Gabriel Attal est en train de ringardiser Édouard Philippe? Non, je ne dirais pas ça. Il ne faut pas donner plus de rôle et de pouvoir à ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match Sud Radio. C'est un instrument de mesure de la popularité. Il veut dire quelque chose. C'est la première fois que Gabriel Attal arrive en tête. Vous savez que depuis le début de l'ère Macron, on n'a eu que 3 personnalités qui sont arrivées en tête de ce classement. Pendant très longtemps, il y a eu Nicolas Hulot, puis Édouard Philippe à partir de 2022. Et maintenant, Gabriel Attal, c'est plutôt le reflet d'un crédit de confiance que lui font les Français. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous. 0826 300 300, vous les commentez. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David chaque jour de 17h à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Loïc Le Floch-Prigent et vous avec ce numéro 0826 300 300, notre vraie voix du jour que on embrasse. Cédric qui nous appelle de Béziers va pouvoir réagir et vous aussi. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal bénéficie toujours d'un joli matelas de popularité. On a affaire à un Premier ministre qui communique très bien, mais on voit que l'application derrière, ça peine à suivre. Gabriel Attal, de toute façon, c'est un mini-Macron. Celui qu'on attend, c'est évidemment Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Dans toutes les mesures qui ont été présentées lors du discours de politique générale, on a l'impression finalement qu'on a quasi un nouveau programme présidentiel. Gabriel Attal talonnerait Édouard Philippe comme présidentiable favori des électeurs du bloc central, loin devant Darmanin, Le Maire et Bayrou. Qui l'aurait cru, il y a un an. Et donc Gabriel Attal double Édouard Philippe en tête du tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. L'actuel locataire de Matignon caracole en tête à 53%, désormais un point devant son successeur en net recul. Oui, alors pour rester dans les expressions de rugby comme Sud Radio et la radio du rugby, est-ce que les mouches ont changé d'âne avec Gabriel Attal qui passe devant Édouard Philippe? Mais pour rester dans ces mêmes expressions que Frédéric Dabi adore, est-ce que la jument n'a pas encore tourné le dos au foin quand on pense à Édouard Philippe qui n'a pas encore dit son dernier mot? Est-ce qu'on va vers une guerre des chefs dans la majorité? Gabriel Attal est-il en train de devenir le candidat naturel de la majorité à la présidentielle? Vous dites non à 77%. Philippe Bilger, on va chercher le défibrillateur pour vous. Il est content. Aucun problème. Il est content. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, comme d'habitude, hein, Frédéric, vous allez nous expliquer effectivement cette progression de Gabriel Attal. Et d'abord, Ah, pardon. Oui, d'abord, c'est toujours lui. C'est une petite progression. Hein. Il arrive, il gagne 1 point par rapport au mois dernier. Édouard Philippe perd 4 points, mais il perd beaucoup dans des catégories comme les sympathisants de gauche, comme les cadres supérieurs. C'est compliqué pour Édouard Philippe. Il a choisi de gagner en 2027 en étant en dehors du bloc central, en n'étant pas au gouvernement. Donc il y a beaucoup de faux plats, de piques, il y a des moments plus compliqués. Maintenant, voilà, moi ce que je note, c'est qu'on n'a que 2 personnalités qui ont une majorité de bonnes opinions, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Ça raconte la défiance des Français à l'égard du politique. François Hollande arrive juste derrière. Il ne faut pas oublier que François Hollande est la première personnalité auprès des sympathisants de gauche. Il a un crédit toujours, mais est-ce qu'il va convertir cette popularité en crédit électoral? Personne ne peut le dire. Maintenant, d'anticiper ce qui va se passer pour 2027 dans le bloc central, c'est vrai que c'est une vraie inconnue. En 2027, on sait que Marine Le Pen sera sans doute candidate. On se doute que Jean-Luc Mélenchon y sera pour le bloc de gauche. Non. Maintenant, quid du bloc central? Maintenant, ce que je vois pour Gabriel Attal, ce n'est pas qu'un phénomène sondagier. Quand je regarde les enquêtes qualitatives, je retrouve des mots que je n'ai pas eus pour une personnalité politique depuis de très nombreuses années. Espérance, renouveau, changement. Il y a la méthode Attal qui est plutôt reconnue par les Français. Qu'est-ce que c'est? Je vois Françoise qui donne ligne du chef. Ça va, vous les avez pas vus depuis... Comme dirait Michael Lonsdane dans Hibernatus. C'est ça, vous nous ressortez, mon cher ami, vous nous ressortez les qualificatifs de Macron. Je veux dire, en 2017, il y avait les mêmes histoires. Je vous rappelle qu'il a été élu, Françoise, en 2017. Oui, mais on va pas faire 3 fois les mêmes erreurs, mon ami. Allez, on y va. Je vais finir. Vas-y. Ce qui est très intéressant, c'est à quel point le passage extrêmement court de Gabriel Attal à l'éducation nationale a marqué et a cranté, comme on dit dans les langages des communicants, une méthode Attal. Le constat, pas de langue de bois, il dit des choses, il n'est pas dans le déni. Exemple, le classement PISA où il le prend à bras-le-corps, si je puis dire, avec un point presse le lendemain, une interview dans Le Parisien, et l'idée qu'il amène des solutions. Et la gestion provisoirement, je dis bien provisoirement, satisfaisante de la crise des agriculteurs, même si le mouvement est toujours là, est un élément de preuve pour les Français. Maintenant, il entre dans l'enfer de l'hôtel Matignon. La période d'1 mois sans gouvernement a été dévastatrice pour les Français parce qu'ils avaient l'impression que Gabriel Attal, comme les ministres, ne se parlaient qu'à eux-mêmes. Le plus dur commence pour lui, mais il ne faut pas bouder son plaisir pour lui, si je puis dire. Quand on a une majorité de satisfaits en début de bail à Matignon, ce n'est pas mal.
c'est ce qu'avaient pas beaucoup ses prédécesseurs. Réaction de Philippe Bilger. D'une part, cette première place n'est pas insignifiante. Deuxième élément, non, mais plus sérieusement, je constate que les Français, en majorité, le créditent des qualités que peut-être superficiellement je lui ai prêté, comme d'autres d'ailleurs. Et je trouve intéressante cette première place dans la mesure où, alors qu'il n'a pas eu le pouvoir dans la recomposition, l'achèvement du gouvernement, probablement les Français sentent tout de même que dans les rapports avec le président de la République, il n'est pas un ectoplasme. Et là, je rejoins, j'avais tort à l'époque, Françoise qui disait que dans ce couple, il y avait des germes peut-être de dissension et de rivalité possible. Et deuxième élément, bien sûr qu'il va être un rival. Je finis avant que Loïc nous illumine. Il y a évidemment qu'il va être un rival possible pour Édouard Philippe, à condition que le gouvernement aille à son terme, puisqu'on laisse entendre que peut-être après les JO, on en changerait. Françoise Degois va vous illuminer avant Loïc Le Floch-Prigent à la demande de Loïc. Illuminer ou allumé, j'en sais absolument rien au sens velu du terme. Non, je souriais, Frédéric, parce que j'entends les mots, mais je ne dis pas que vous les inventez, mais évidemment que Emmanuel Macron, évidemment que c'est Emmanuel Attal et Gabriel Macron. Alors la première source de dissensus va justement être votre baromètre, et j'espère que vous êtes fiers de vous, Frédéric Dabi, de provoquer des crises de ménage entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. J'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir coté Emmanuel Macron quasiment 13 points ou 16 points derrière Gabriel Attal. J'espère que vous êtes fiers de vous de provoquer cette crise-là dans l'exécutif. Je me moque un peu de vous, mais je pense que ça, c'est déjà un point de discorde très profond. C'est insupportable pour quelque président que ce soit, et a fortiori Emmanuel Macron, qui pousse tous les paroxysmes présidentiels au maximum, d'avoir un Premier ministre qui est quasiment 20 points au-dessus de lui. Ça, c'est insupportable. Le deuxième point au bout d'un mois. Le deuxième point que je noterai, c'est la très bonne progression, et ça m'intéresse d'en discuter un jour avec vous. Je vois la construction de l'opinion sur François Ruffin. C'est incroyable. Il a 43%. Il augmente jour après jour. Il n'est pas encore pour moi, hein, mais Frédéric peut-être se trompe, me dira le contraire, il n'est pas encore une alternative crédible, mais en tout cas, les gens commencent à s'habituer à lui et à s'habituer à son personnage. Dernier point, les cimetières sont remplis de candidats naturels et de candidats du recours, les cimetières politiques. Donc, je pense que vous avez raison, il est trop tôt pour dire candidat naturel. Non, je crois pas. Quatrième point, l'increvable Ségolène Royal. Franchement, je me souviens que Valls, quatrième position. Valls traité Hollande et Royal, ils les appelaient les diaboliques. Mais honnêtement, regardez, Ségolène et François Hollande, 47, 48, c'est incroyable. Voilà. Frédéric, illuminez-nous. C'est important de le dire, elle prend 6 points. Ségolène Royal, on ne sait même pas les analyses de Frédéric Dabi, simplement, moi je pense que l'essentiel de la population attend des actes et non pas des paroles. Et par conséquent, tout ça peut disparaître très rapidement avec la transformation ou non de paroles en actes. Voilà. Et c'est quelque chose qui va devoir observer au cours du temps. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a dans la distance prise avec le réel du président de la République, il y a une proximité du Premier ministre avec le réel, et tout cela peut conduire soit à l'explosion, soit à autre chose, et c'est là que ça va se décider, de mon point de vue. Ouais, Frédéric Dabi voulait réagir, il levait le doigt allez-y. Comme un élève. Oui, alors je voulais réagir. Ce que dit Françoise Degois est juste. C'est vrai qu'un écart trop fort de popularité peut agacer le président depuis le couple Pompidou-Chaban, Rocard, Mitterrand, etc. L'écart est de 17 points. Si je puis dire, il était de 40 points à l'époque de Hollande-Valls, quand Manuel Valls arrive à l'hôtel Matignon. Maintenant, par rapport à un micro-trottoir que j'ai entendu au début de votre émission, Attal, c'est un mini-Macron, ce n'est pas du tout ce que nous disent les Français. Il y a même, je dirais, une popularité de distinction entre les deux. Je résume à gros traits. Les Français ont l'impression que Gabriel Attal parle clair, parle juste, parle extrêmement simple. Ce n'est pas le cas pour Emmanuel Macron. Gabriel Attal a des éléments, et j'entends ce que dit Loïc Le Floch-Prigent,
d'actions qui sont reconnues. Par exemple, à l'éducation nationale, l'acte lourd de l'interdiction de l'abaya, les propos et les actions sur le harcèlement scolaire, le choc des savoirs. Il y a eu des actions concrètes. Maintenant, elles doivent être, à part pour l'abaya, déployées, transformées. Maintenant, également, bien sûr, cette enquête de popularité n'est qu'une enquête de popularité, mais effectivement, s'agissant de la recomposition, s'agissant de la gauche NUPES qui est dans les limbes par rapport à l'exception notable d'un François Ruffin qui, effectivement, je fais la même analyse que François de Gois, il progresse tous les mois. Lui aussi, il est crédité d'un parler vrai, d'une vraie proximité, d'une proximité efficace. Tout ça me fait dire que le scénario de 2027, victoire inévitable de Marine Le Pen, X sera candidat, Y ne le sera pas, bon Dieu de bon Dieu, prudent, absolu. Le prochain scrutin, ce n'est pas la présidentielle, ce sont les élections européennes. Juste un mot pour dire que je suis absolument persuadé, moi, par contre, je ne sais pas si je perdrai mon pari, mais souvent je les gagne. Je voulais juste dire que vous donnez Mélenchon candidat. Je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne sera pas candidat en 2027. Allez, 0826 300 300, Cédric de Béziers. Cédric. Toujours là. Ouais, alors Cédric, je vous donne le classement à Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Hollande, Ségolène Royal, Bruno Le Maire et Rachida Dati. Oui, et donc parce que là, franchement, oui, mais pour moi, il y a rien qui va changer. Gabriel Attal, c'est très creux ce que je vais dire, mais ça sera juste la continuité, le petit toutou à Monsieur Macron, c'est tout, c'est simple. C'est pour continuer la prolongation. Il sera resté 10 ans, Macron, et ben on en mettra 15 ans, mais il passera pas. Je suis formel, il passera pas. Et je suis très content que 79% des Français disent dans un sondage qu'en fait, non. Il y aura pas. Pour moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que il y aura pas de macroniste de la République en marche ou de je sais plus comment il s'appelle, Renaissance. Renaissance, c'est la nouvelle République en marche. Oui. Enfin bref, c'est plus des partis politiques de toute façon. C'est tout pour eux et rien pour les autres. Donc pour moi, maintenant, ce que je veux, c'est que ce soit le peuple qui puisse dire quelque chose et tous dans les urnes. Tous aller voter, parce que pour moi c'est une importance capitale, et là en ce moment on est en train de se faire endormir, et je veux surtout pas, pas une 15e, pas 15 ans, 5 ans supplémentaires avec Attal. Donc juste, bougez pas, je supporte d'entendre dire du mal de Gabriel Attal, mais plus sérieusement, ce qui m'a plu, c'est de voir à quel point les Français sont lucides. Ils articulent cette adhésion à Gabriel Attal, comme l'a dit Frédéric, sur l'action qu'il a menée durant 5 mois. Et ça fait plaisir probablement à Loïc. Là, on a eu des actes. Et deuxième élément, je pense qu'on est en train de surestimer François Ruffin, qui lui-même est conscient du fait que si Mélenchon se met en branle, eh bien, il devra se retirer. Et donc, ça servira à rien. Non, alors moi, parce qu'il n'est pas courageux Loïc, sur ce plan. Il n'a pas parlé beaucoup, Loïc. Vas-y, Loïc. Non, je pense qu'il faut bien voir que le système est beaucoup plus complexe que ça dans les années qui viennent, à mon sens. Et tout va se jouer, encore une fois, sur les actes. Alors je vais revenir, bien sûr, sur le pacte vert, qui fout en l'air l'ensemble de l'Europe et la France en particulier. Il va y avoir là, un juge de paix. Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour le pacte vert tel qu'il existe ? Et ça va être assassin pour un certain nombre de candidats. Il va falloir qu'ils se déterminent par rapport à des choses... Sur la présidentielle, d'une façon générale. Ils sont déjà déterminés. On connaît déjà les positions. D'une façon, non. Bien sûr, on sait très bien ce que pense le PS, ce que pensent les Verts. Ils balayent, ils disent un non, oui, non, oui, non, oui, non, non. Il y a des choses concrètes, et sur ces choses concrètes, il va bien falloir que les gens prennent position. Françoise. Moi, je mets quand même en garde Philippe, parce que je voudrais pas qu'en plus il ait une déception terrible. On est sur un sondage de popularité, on n'est pas sur des intentions de vote. Je crois savoir, mon cher Frédéric, que vous avez fait des sondages sur des intentions de vote et qu'à chaque fois c'est Marine Le Pen. Je sais pas si c'est votre institut qui a fait
fait ça, qui gagne à tous les coups. Après, c'est le premier tour. François Ruffin, non. Moi, je pense que vous savez, ça se joue dans les sondages. Je vois pas François Ruffin ni courageux ni pas courageux. Je crois qu'il y a des logiques de vote. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a complètement descendu les marches avec le 7 octobre et qu'il aura beaucoup de mal à les remonter avec la Boche. Mais bien sûr, mais regardez d'ailleurs, les Insoumis continuent inlassablement à être dans les limbes. Je regardais les scores de Mathilde Panot. Elle est à 21%, alors que vous avez Glucksmann qui rentre directement à 28%. Comme Bellamy. C'est pas si mal. Bellamy, c'est pas si mal. 28. Donc, sérieusement, Jean-Luc Mélenchon, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les effets crantés ou cliqués en politique. C'est-à-dire, c'est des choses dont vous ne revenez pas. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas revenir de toute la séquence de bruit et de fureur. Et la gauche, elle est pas plus bête que les autres. La gauche, elle cherchera un candidat de substitution. Est-ce que c'est Ruffin ou est-ce que c'est Hollande? Mais on peut avoir ça aussi. On peut avoir Hollande qui nous dit, écoutez, j'ai pas été terrible, mais regardez, il y a que moi. Je suis l'homme le plus riche du cimetière. Frédéric Dabi, le mot de la fin. Oui, je partage ce que dit Françoise. Sincèrement, ce n'est qu'une enquête de popularité. Quand on fait des enquêtes présidentielles qui valent ce qu'elles valent, mais on a un vrai bloc Marine Le Pen au premier tour de 33 à 36%, c'est des enquêtes pour valeurs actuelles. La logique d'élimination contre elle reste encore forte pour le second tour, mais les 50-50, 51-49, ça veut absolument rien dire. Aujourd'hui, pour reprendre son expression, Jean-Luc Mélenchon est l'homme le plus riche du cimetière dans la mesure où il fait le meilleur score au premier tour, mais il est écrasé parce que l'homme réprouvé aujourd'hui, le Jean-Marie Mélenchon, c'est lui. Et peut-être le peuple de gauche pourra se tourner vers une offre social-démocrate. François Hollande a un vrai crédit. Il est premier, je le répète, chez sympathisants de gauche, ou une offre qui serait une offre NUPES en faisant sans Mélenchon. Mais la route est quand même très longue. Ce qui frappe quand même sur le long terme depuis 2017, c'est cette crise sans fin de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, peu imaginent une alternance qui se jouerait en faveur de la gauche en 2027. Même pas moi. Même pas François. Merci mille fois Frédéric Dabi d'avoir été avec nous, directeur général de l'IFOP. C'était très clair. Dans un instant, ce sera beaucoup moins limpide. Je vous le dis tout de suite. Ça va être le flou total. Le quiz de l'actu avec Cédric qui a l'air chaud patate, comme on dit. Cédric. Oui, la triche qui se prépare, je vois bien. Pas du tout. Ça va être difficile pour les vraies voix, je pense. Je vous sens très calé, Cédric. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Radio 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger, avec Loïc Le Floch-Prigent. On voulait juste vous signaler avec Philippe David qu'à partir de maintenant, il y avait une vraie règle au quiz de l'actu. Parce qu'avant, on était à la sauce. Non, mais franchement, on va de Caribe en Silla. Laquelle, ma Cécile? C'est le meilleur qui gagne. Ça va changer. C'est logique. Et donc, vous ne changez pas les points au moment où, par exemple, je gagne et j'ai 5 points et que vous m'en donnez 2 finalement. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Cédric est avec nous tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Cédric, bon, ça va être difficile aujourd'hui, je le sens. Avec une question à 3 points. Une question qui l'a dit sur l'économie française. On a des fondamentaux extrêmement solides. Non. C'est un ministre aussi. Ah, c'est un ministre. Bonne réponse de Philippe Bilger, Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public. Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 2 points. L'Union européenne a été dominée pendant le mandat qui s'achève sur les sujets agricoles en particulier par une majorité qui elle est finalement de l'extrême gauche aux élus macronistes. C'est un député européen et tête de liste aux européennes. Cédric. Non. Allez-y. Bellamy. Non, on l'a dit en même temps, Bellamy. Non, mais François, vous avez répondu avant qu'il réponde. Vous avez répondu immédiatement. T'es vraiment odieux. Maintenant, il y a 2 règles fondamentales. Moi, je mets les points à Philippe Bilger. J'aime bien la mesure des propos de Françoise Degois. T'es vraiment odieux. C'est vraiment dégueulasse, en fait. C'est parce que j'ai même pas. Je pensais qu'il n'avait pas la réponse et on l'a donné en même temps. T'es un François. Non, je ne veux pas discuter avec S'il vous plaît, question suivante.
Cécile on ne répond pas qu'il faut qu'il réponde le premier. Ouais. Voilà, c'est vrai. Et donc, Question t'as répondu suivante. en même temps que moi, Non. donc t'as répondu. Mais si on Non, a parce répondu qu'il en faisait même signe, temps. non, il faisait C'est la signe bagarre. pour parler. Ouais, c'est la Vas-y, bagarre. pardon, c'est Ouais, fait une c'est grosse ça. différence. C'est fou, hein, c'est des enfants de 4 ans. C'est mon jouet. Non, à C'est moi. marrant, c'est drôle. Dans quel Allez, état ça nous met ce qui quiz c'est J'ai qui, les mêmes à la maison. Ouais, c'est ça, mais sauf les vôtres, ils ont 4 ans, hein, c'est ça le problème. Question, qui c'est qui l'a dit 2 points. On ne peut pas partir au salon de l'agriculture, faire semblant, aller taper le cul des vaches et puis se dire que tout repartira comme avant. C'est un Jordan député, Bardella. Cédric. Non, Non. député du parti de Jordan Mais Bardella. c'est du parti de Jordan. Giacomelli Non. Giacomelli Non. Non, c'est pas Chenu. Bah, c'est... Ah, mais oui, c'est Tanguy. Non. Non, Bah, c'est pas Tanguy. Attends, C'est alors, Giacomelli. Non. non. Il est Non. vice-président. Bah, c'est Chenu. Vice-président. Non, pas de Non, pas l'Assemblée, de mais du l'Assemblée Rassemblement nationale, du national. Rassemblement national. C'est une femme Non, c'est qui Non, mais sinon, on serait vice-présidente. Juju, Bah, on sait pas. Julien. Non, non, trop tard. Non, mais il y avait eu le coup de fouet Il y avant. a le coup de fouet Non, avant. il y avait le coup de fouet. Tu vas pas exagérer. Non, Désolé, non, il y a un coup de fouet, Attendez. t'as qu'à mettre un Ah, mais casque. j'ai Non, pas entendu. Cédric, vous l'aviez pas, on est d'accord. Non, vous l'aviez On pas. ne peut pas avoir une dérogation. Non, non. Je mentirai Non. pas. Non, Allez. mais tu cherches des dés. Non. Qui c'est Attention, parce que qui l'a Cédric dit parle, il faudrait Alors, qu'on l'écoute. Celle-là, elle est à 3 points, elle n'est pas facile. C'est un député écologiste. C'est sur les avoirs russes gelés. Qui c'est qui l'a dit On a une manne financière énorme. 300 milliards d'euros qui sont mobilisés et dont on ne fait rien. Donc nous proposons quelque chose de très simple, c'est de les confisquer et de les affecter au soutien de l'Ukraine. Ah ben tiens, ce serait pas... c'est une dame, non Non, c'est un monsieur. Ah, non, c'est un monsieur. Bon, tant pis. Ah, on aurait pu lui mettre ça. Un député écologiste. David Cornand. Bonne réponse, Je sais pas. Bayou, Julien Bayou. 3 points pour Ah non. Philippe Bilger. J'ai fait le trou, hein, là. Ouais, vous avez fait le temps. Ouais, Bon, bah, là, ouais. c'est un cimetière entier que vous En avez fait. totale transparence, hein. Là, il n'y a pas de Loïc discussion. Le Floch-Prigent est dubitatif. Mais moi, c'est pareil, je suis complètement largué. Ouais, vous êtes où, Loïc Le Floch-Prigent? Vous êtes Oui, en on Bretagne, sent- là. On Ouais. sent qu'il y a une habitude chez Philippe. C'est une sorte de reconnaissance. Supériorité de principe. Allez, Cédric, on tente le tout pour le tout. C'est une question à 2 points sur Gaza. Une démocratie ne peut pas se faire, ne peut pas faire ce qu'Israël est en train de faire. Cédric. Je dirais Monsieur Macron, peut-être. Bonne réponse de Cédric. 2 points. Bravo, Cédric. Ah bah tiens. Eh ben, voilà. Nous, on a rien. Bon, bah écoutez, 8 points pour Philippe Bilger. Cédric, on n'est 2 pas points failli. pour Cédric. Rien pour moi. Et désolé de le dire, mais Françoise et Loïc sont faillis. Ouais. Cédric, Ce qui est rare quand même. Manifestement, vous êtes Loïc sur le est podium, effondré. Cédric. C'est bien. Non, moi je suis pas effondré, je ne remets pas de la triche. Je suis effondré de ce que les gens disent. Ah ben ouais. Cédric, rien à merci voir. d'avoir joué avec nous, merci d'avoir communiqué, merci d'avoir laissé la parole, commenté. surtout. C'est très gentil. Et on embrasse vos enfants et toute la Oui, petite oui, oui. famille autour. Merci, c'est très gentil à vous. À et très ils vous bientôt. le rendront bien. Très bien. Merci encore. Merci à vous. très Merci bientôt. Cédric, à bientôt. Dans un instant, on revient, on fait une petite pause, le journal, la pub, et puis le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, on parle de Des quoi employés heureux avec Stellantis. Ah bah très bien, avec Françoise de Gois. Avec le gouvernement, vous avez le droit de faire grève 2 jours par an et si possible le 34 ou le 35 mars. Ah, Voilà. hein. avec, Voilà. avec Loïc Voilà. Le Floch-Prigent. Moi, je vais être régional et je vais parler de Guingamp, des agriculteurs, de l'hôpital, Guingamp. dans les Côtes d'Armor. Voilà. Allez, la En avant, Bretagne. Guingamp. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite, les vraies voix. Aujourd'hui, ce tour de table magique, Françoise de Gois, Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent et vous, 0826 300 300, ensemble avec Philippe David. Bien entendu, on sera ravis de vous accueillir. Félix Mathieu est là. Vous nous emmenez où aujourd'hui pour Vous avez la parole? Sur une appli de rencontre. Ah, Mais une appli de rencontre intraconjugale. Et oui, c'est nouveau. Et ça permet, paraît-il, finalement de faire connaissance avec sa moitié. Ah, dites donc. Ah oui, pour entretenir le couple un peu. Il est dessus, Philippe David, ou pas? On en parlera dans un instant. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule sur l'écriture inclusive qui peut rendre fou. Une collégienne de 11 ans a repris son prof de gym qui avait dit tous en parlant à ses élèves, en lui disant qu'il fallait dire toutes, version phonique du tout.e.s en écriture inclusive. Mal en a pris au prof de sport, puisque le père de la collégienne attaque désormais l'État en justice sur l'écriture inclusive au nom de... accrochez-vous bien, la liberté d'expression. Une action en justice peu surprenante quand on entend les propos tenus par la collégienne
relaté dans les colonnes du Figaro. Accrochez-vous, c'est du lourd, je cite. L'écriture classique exclut les personnes qui ne sont ni il ni elle. L'écriture inclusive inclut des personnes. Du coup, elles sont mieux dans leur peau. Il n'y a pas que des hommes et des femmes sur la Terre. J'ai déjà vu des personnes intersexes et je comprends très bien ce que ça leur fait si on dit quelque chose qui leur déplaît. C'est pour les autres que je fais ça, parce que j'aime bien aider. En lisant ces propos, je me dis qu'à 57 ans, je suis un attardé total, puisque contrairement à une gamine de 11 ans, je n'ai jamais croisé de personne intersexe. C'est quoi, tiens, les vraies voix, une personne intersexe ? Non mais ça va, je suis pas seul. Non, Inutile moi de je vais dire... répondre parce que par exemple, moi j'ai eu un élève comme ça qui était en pleine transition et je pense que ça c'est trans, c'est pas intersexe. Alors c'est ce qu'elle veut dire. De dire que pour tenir à 11 ans, inutile de dire que pour tenir ses propos, la collégienne n'a pas été briefée par qui que ce soit, les considérations d'intersexualité ou de non-binarité étant la chose la plus importante à analyser pour une préadolescente de 11 ans. Bref, l'affaire va se régler devant les tribunaux, des tribunaux qui à mon avis ont autre chose à faire. Je conclurai en citant Audiard en écriture inclusive, les cons.n.e.s, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Philippe Bilger. Non, mais moi, là, quand vous faites un coup de gueule de cette nature, je m'abandonne avec volupté à la joie d'être réactionnaire. Je n'ai rien à dire d'autre, mais c'est de la folie pure, quoi. Je sais bien qu'il y a une modernité complètement dévoyée. Je ne parviens pas à comprendre comment ça peut germer. C'est ça qui est bien, c'est le saut des générations. Moi, je comprends, même si je suis une vieille boomer, exactement comme vous. Boomeuse. Je suis un peu une boomeuse, je suis un peu comme Attention, vous. Mais... on va porter plainte. Non, mais vous avez fait beaucoup de boom. Mais honnêtement, franchement, votre coup de gueule, ça me rend tellement triste de vous entendre parler comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Non, alors vous vous dites que c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est générationnel. Je pense que est-ce que je peux finir ma phrase ? C'est vrai. Soyez assez aimable. Je vous dis juste qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que les nouvelles générations, elles ne fonctionnent pas comme nous. Elles ont d'autres désirs. Elles ont d'autres, comment dirais-je, une pensée beaucoup plus inclusive. Et il va falloir simplement s'y faire. Au début, moi, je me disais oh là là, et je me suis mise à les écouter. Et donc peut-être que vos enfants sont pas comme ça. Moi, en tout cas, je connais plein de mômes qui sont très stricts sur les droits, sur l'ouverture, sur la diversité. Ça n'est pas le wokisme, la planète n'est pas en danger parce que il y a des mômes de 11 ans qui considèrent qu'il faut élargir. J'ai eu un élève. Je vais terminer en disant que j'ai eu un élève qui faisait sa transition et qui ne venait plus en cours. Il voulait pas dire pourquoi. Et bien ça s'est arrangé parce qu'à un moment donné, je me suis mise à l'appeler par son prénom féminin, le nouveau prénom féminin qu'il avait changé et il allait beaucoup mieux. Je suis super heureuse. Même si je comprends rien, je suis super heureuse. Voilà. Bien, donc moi ça n'a rien à voir, Françoise. Pour moi, ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a tout à voir. Est-ce que je peux parler ou est-ce que tu parles tout le temps ? Vas-y. Comme tu veux. J'écoute de plaisir à t'entendre, mais disons que sur ce sujet, moi je suis un vieux crabe. Je dis, la colle, c'est pour faire des progrès en français, des progrès en mathématiques, des progrès en langue, et je voudrais qu'on revienne à ce que c'est que l'école. Et quand je vois les programmes scolaires de mes petits-enfants, je suis affolé. Ouais. Voilà, c'est tout. Point. Allez, direction cette appli intra-conjugale pour changer avec Hermine Droulers qui est avec nous, je crois. Oui, bonsoir Hermine Droulers. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est qu'une appli de rencontre intra-conjugale ? Ça fait souvent sourire les gens. Alors, c'est une appli pour se reconnecter à son couple, pour se re-rencontrer au sein de son couple et pour renforcer la communication et la complicité au sein du couple. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal au premier abord de prendre son téléphone portable pour renforcer la communication au sein du couple. En quoi ça consiste concrètement ? Ça propose des défis, ça donne des conseils, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. En fait, ça propose du contenu à la fois ludique, interactif et en même temps expert parce qu'on travaille avec des thérapeutes pour entretenir sa relation au quotidien. Donc, chaque jour, il va y avoir une question, un quiz et un défi pour prendre 3 minutes pour son couple. Et puis ensuite, il y a des parcours thématiques sur l'application, sur tous les sujets de la vie à deux. Donc, le but, effectivement, c'est pas de faire rester les gens sur leur téléphone, c'est d'être plutôt une porte d'entrée pour déclencher des discussions et avoir un petit rappel tous les jours pour prendre soin de sa relation. C'est-à-dire que les deux membres de ce couple donc ont cette appli Oh My Love sur leur téléphone qui leur envoie chaque jour une notification en même temps avec un défi. Donc c'est ça l'idée. Ça peut être quoi le défi par exemple ?
C'est exactement ça. Alors, c'est soit un défi, soit une question, soit un quiz. Ça dépend des jours. On peut recevoir une notification, par exemple, qui dit qu'est-ce qui me séduit le plus chez toi, ou quelles sont les 3 choses que j'admire le plus chez toi. Quelle est la dernière fois que je t'ai dit je t'aime? Ça peut être une question. Un défi, ça peut être organise une soirée surprise pour ta moitié cette semaine. Voilà. Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en dépit apparemment de la modernité et de l'intérêt de cette appli, que vous participez à un mouvement général de dépossession de la vie par les gens qui ont à l'exercer? Vous trouvez pas que c'est un peu absurde tout de même que, au lieu de dialoguer directement, qu'on aille sur une appli pour savoir qu'on doit le faire? C'est vrai, c'est paradoxal, et en même temps c'est paradoxal parce que aujourd'hui la majorité des gens ont envie d'être heureux dans leur couple pour être heureux, et ils n'ont pas d'outils pour y arriver, et beaucoup n'y arrivent pas. Il y a près d'un mariage sur 2 qui termine en divorce, et donc nous on s'est dit mais en fait le problème c'est qu'on ne pense pas à entretenir sa relation de couple au quotidien. On prend soin de plein de choses, on prend soin de sa santé mentale, de ses enfants, de sa maison, et le couple on n'y pense pas, et on s'est dit le téléphone on l'a toujours sur nous, c'est un outil qu'on utilise déjà, donc pourquoi pas l'utiliser à bon escient et en profiter pour faire ce rappel quotidien pour se reconnecter à l'autre et pour penser à prendre ne serait-ce que 2 minutes. En même temps, ça cartonne, cette appli. C'est vrai qu'il y a pour des couples qui s'entendent plus. Qu'elle argumente très bien. Oui, mais faut dire aussi qu'il y a plein de gens qui sont totalement désœuvrés, et par le jeu et l'amusement de reconnecter avec l'autre plutôt que d'aller voir un sexologue, ce qu'on préconise dans la plupart du temps. Je me trouve que c'est pas bien. Je trouve que pour reconnecter Loïc et Françoise. Non mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez eu cette idée. Est-ce que ça vient d'une expérience personnelle, ou bien est-ce que dans votre environnement, vous avez senti que vous aviez des amis qui avaient absolument besoin finalement de se retrouver différemment que de la façon dont on se retrouve habituellement, qui est peut-être un peu classique et un peu usé. Ouais. Le club échangiste, par exemple. Je plaisante, Françoise, je plaisante, bien sûr. Dites-moi comment vous avez eu cette idée, en fait. C'est vous ou... Exactement ça. Alors on s'est associé à un start-up studio qui lui-même avait cette idée, et nous on avait fait le constat avec mon associé Marie-Olga, donc on est amis depuis 10 ans, et on avait fait le constat dans nos amis que tout le monde manquait d'outils pour entretenir sa relation au quotidien. Donc même quand ça va bien, en fait c'est pas uniquement pour les couples qui ont des problèmes, c'est pour les couples qui vont bien mais qui au quotidien vivent un peu leur vie en parallèle et pensent pas forcément à prendre soin en fait de leur relation. Et on s'est dit cet outil on va le créer. Le téléphone, on l'a tous sur nous, comme je le disais. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'application Oh My Love. Un petit jeu amoureux. Et puis comme ça, si vous êtes chacun de votre côté au travail, ça permet d'un petit moment partagé à distance. Merci beaucoup, Hermine Droulers, cofondatrice de l'application Oh My Love. Allez voir, allez regarder, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous amuser. Oui, mais Philippe c'est Bilger. un train, on ne pourrait pas le faire tous les deux. Non, ça c'est vrai. Ça n'a aucun intérêt, tout ça. On fait semblant. C'est quand même donner beaucoup d'importance à ces petits instruments. C'est pas ça du tout, mais c'est donner beaucoup d'importance. Ça fait marrer. C'est intéressant, ça peut développer des relations. La distance qui s'établit entre les gens, et ce qui n'ont comme possibilité que ces petits instruments. Allez, merci. Affreux. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans un instant. On est très en retard. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Loïc Le Floch-Préjean. Vous avez envie de savoir ce qui les intéresse dans leur vie, de l'actualité dont ils ont envie de parler, qui permet de débattre en tout cas. Et c'est maintenant, ça tombe bien Philippe David. Ah, ça va très bien, oui, en pleine forme, parce que maintenant c'est l'heure du tour de table. Oui mon petit, c'est bien. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé moi, c'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous félicitez des primes reçues par les salariés de Stellantis. Pour une fois, pour démentir absolument la piètre opinion qu'a Cécile de ma culture économique, j'ai choisi de dire en très peu de mots à quel point j'ai, sans le connaître, apprécié Carlos Tavares, que j'ai parfois entendu à la télévision, qui ne fait aucun chiquet, aucune démagogie, qui ne brille pas, il ne cherche pas à s'illustrer par autre chose que par des propos rudes, précis
ceci est clair. Et je constate avec plaisir que pour la 2e année consécutive, ils ont distribué pratiquement 2 milliards d'euros aux employés du groupe Stellantis. Alors peut-être, si j'étais un vrai spécialiste, ma chère Cécile, je dirais qu'il pourrait faire plus que... Mais en tout cas, je constate que ça me fait plaisir de voir qu'un grand patron n'oublie pas ses salariés et qu'il relie absolument les capacités productives aux rémunérations. Ça fait plaisir de voir que pour ses salariés, eh bien, le travail paye. Alors, je voulais juste te dire que ça fait en moyenne, entre 4 100 et 6 000 euros bruts par salarié, ce qui est hyper intéressant. Alors, c'est l'application stricte, semble-t-il, des accords d'intéressement et de participation. Et je pense qu'il le fait sans barguiner, en considérant que c'est une manière de créer autour de ce groupe qui est fait de bric et de broc, puisque c'est plein de marques différentes, françaises, allemandes, italiennes, américaines. Ça fait un groupe qui marche maintenant, qui est un de ceux qui marche le mieux, et il considère être en mesure de rivaliser désormais avec tous les autres, y compris le groupe Tesla sur l'électrique. Donc il a fait une mutation considérable, mais il faut voir que c'est quelqu'un qui n'a jamais mâché ses mots et qui a dit attention, on est en train de faire une erreur en Europe en enlevant définitivement la voiture thermique, et il continue à le dire, et il continue à dire comme moi. Alors il se trouve que je le dis d'autant mieux que je ne le connais pas, et que je dis la même chose que lui sur ce sujet, et je trouve que la manière dont il se comporte en tant que chef d'entreprise est incontestablement superbe. Surtout dans une période où l'automobile était quand même très décriée. Oui, alors la fin de la voiture thermique, l'Europe ne reviendra pas dessus, c'est 2035, c'est 2035, mais j'espère qu'elle ne reviendra pas dessus, parce qu'en plus de ça, il y a beau... Non, mais ça a l'air assez formel. Non, même le groupe PP, mais si, mais arrête, même le groupe majoritaire ne veut pas revenir là-dessus, parce qu'il y a une urgence. Moi, je trouve que ça, j'aime beaucoup au-delà de... C'est vrai que c'est très intéressant ce que dit Loïc sur la mutation de Stellantis, et puis sur le tempérament bien connu de Tavares, qui est tout sauf, c'est pas un joyeux de riz, Tavares, mais c'est l'inverse, en fait, de Carlos Ghosn, c'est ce que je pense. Oui, en tout cas, en termes de clinquant, en termes de tout ce que Carlos Ghosn a démontré, Tavares, c'est autre chose. Et moi, j'aime beaucoup aussi ces patrons qui donnent ces signaux-là. Ça me touche beaucoup, même si ça rate c'est des accords d'entreprise, ok. Moi, ça m'avait beaucoup touché quand Ford avait fait ça, quand le groupe Ford avait fait ça, je trouvais la famille Peugeot avait fait ça aussi. Alors bon, c'est la famille Peugeot, les Parpaillot, il y a une tradition protestante, il y a une tradition humaniste, etc. Je trouve ça vraiment un groupe à dimension mondiale comme Stellantis. Je trouve que ça, on a besoin de ce grand patronat qui impulse ça. Voilà, exactement. Et surtout mais on en a besoin. Oui, qu'ils comprennent que ça facilite le travail collectif. Pour le bien-être au travail, moi j'ai envie d'entendre des capitaines d'industrie qui font absolument ça. Ça me touche profondément. Je suis profondément de gauche. Vous avez envie d'aller bosser le matin avec des gens comme ça. Voilà. Et puis ça encourage tous les gens qui sont dans la mouise. Ça recrée de la confiance, ça recrée du lien social. C'est hyper important. Vraiment profondément, moi, bravo. C'est super coup de cœur. Mais je sais qu'à chaque fois, j'aimerais que Jeff Bezos distribue des primes Amazon. Moi. En fait, c'est un investissement qui crée de l'investissement humain. Je suis d'accord, exactement. Ça crée du bien-être au travail, ça crée du pouvoir d'achat pour les salariés. Et de la reconnaissance. Ça crée de la reconnaissance, la fierté de travailler dans leur entreprise. La considération, ça ne suffit pas. C'est clair. Il faut parfois un peu d'argent. Non, mais ils sont très contents. Pourquoi vous croyez qu'on vous achète avec des gâteaux? C'est pas n'importe quoi. Et des bonbons. Et des bonbons. Loïc Le Floch-Prigent, ce pacte vert, voulait évoquer bien sûr les agriculteurs. Oui, c'est-à-dire que 2 nouvelles sont arrivées coup sur coup dans ma ville d'origine, qui s'appelle Guingamp, où mon père était médecin-chef de l'hôpital. La première, c'est ce week-end, les gens ont convoqué les Cubains en disant, écoutez, on est en train de voir qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a rien. Là, est-ce que vous pourriez nous envoyer des Cubains à Guingamp, parce qu'on ne trouve pas. Et effectivement, je reconnais que depuis une dizaine d'années, les difficultés dans l'hôpital de Guingamp sont énormes. C'est une ville qui vit aussi entre 10 000 et 20 000 habitants. C'est une
ville qui a besoin, pour se développer, d'une maternité, a besoin d'un hôpital réel, et je pense que la revendication est légitime, et j'ai trouvé fantastique qu'ils aillent voir l'ambassade de Cuba et dire est-ce que vous pouvez venir, et l'ambassadeur de Cuba lui a dit écoute laisse-moi 30 secondes, et ensuite il lui a dit il faut que j'aille voir si au Quai d'Orsay on est d'accord pour ça. Et puis dans le même temps il y a parce que c'est aujourd'hui un débat agricole qui est en train de se constituer, et on voit les dangers du débat agricole qui est en train d'exploser à un certain nombre d'endroits. Alors il se trouve que j'ai des cousins, vous pourrez regarder, sans arrêt, il y a le floc ou des flocs dans le coin qui mettent du purin, en général c'est à la sous-préfecture de Guingamp, et qui vont visiblement recommencer, enfin c'est ce qu'ils annoncent aujourd'hui, et je pense que on mesure là, à travers ces deux idées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hôpital, mais de l'autre côté, l'agriculteur se sent floué avec comme il y a quand même du lait dans ce coin, on produit le lait à 41 centimes enfin on vend le lait à 41 centimes et on le produit à 50. Par conséquent, à chaque fois qu'il livre un litre de lait, il perd 9 centimes. Tous les éleveurs du coin, c'est ça la réalité. Et je pense que effectivement, on voit bien quel est le désert qu'on est en train de constituer dans cette ville que je connais, puisque j'y ai passé un grand nombre d'années et que je continue à passer à travers. Et je crois qu'il est temps de prendre en main cette situation. Cette situation, pour moi, elle est directement liée, pour les deux opérations, au pacte vert et à l'idée de la décroissance. C'est-à-dire que si jamais on continue à penser qu'avec la décroissance on va pouvoir s'en sortir, ces gens-là sont condamnés à disparaître, aussi bien les hôpitaux que les agriculteurs. Et je pense que la seule réponse que peut donner le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, sur le pacte vert, on va regarder, il y a eu des choses qui ont changé depuis 2 ans, depuis 3 ans, il y a eu toute l'affaire ukrainienne, il y a eu énormément de choses qui ont changé, regardons effectivement si c'est la décroissance qui est la solution. Allez, merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean, malheureusement on n'a plus le temps. On peut juste dire que les Cubains, pourquoi ? Parce que c'est des as de la médecine. Mais il y a plein de gens qui le savent pas, mais les Cubains, par exemple, les Italiens, début du Covid, vous vous souvenez, ont appelé les Cubains, et les Cubains sont arrivés, vous vous souvenez, sur l'aéroport de Fiumicino, parce que c'est des rois de la médecine, en fait, les Cubains. Je voulais juste le préciser, ça, c'est très important, il y a plein de gens qui le savent pas. Avec vous, Françoise, on parle de quoi dans un instant ? On va parler du droit de grève qui, à mon avis, ne se découpe pas en morceaux. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chaque jour est un plaisir avec Philippe David de vous accueillir dans la maison Sud Radio, bien entendu, avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Loïc Le Floch-Préjean ce soir, et vous au 0826 300 300. C'était le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais Françoise, votre tour sur ce droit de grève. On est ce matin, Patrick Roger, en direct sur Sud Radio, a reçu Marie Lebec. Voici ce qu'elle disait. Je crois que la question de la protection de ce droit de grève, elle est essentielle, mais je crois qu'on peut s'interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public. Là, on est en période de vacances, mais cet été, nous aurons les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, oui. Ça mettra la France à l'honneur, ça mettra des sportifs qui s'entraînent depuis 4 ans à l'honneur. C'est l'occasion pour la France de briller. Et la grève, c'est un droit légitime. Mais je crois qu'il y a des moments où on peut estimer qu'il faut sanctuariser ces périodes. Françoise Degois. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut. La France est une démocratie sociale. Alors évidemment, je connais bien, je sais très bien sur quoi tout le monde s'appuie. L'exemple italien qui deviendrait l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire en matière de grève, avec le respect de la Constitution, c'est-à-dire le droit de grève, l'article 40 je crois, et puis le respect des gens au droit de circuler. Loi votée par Berlusconi, par la droite, jamais remise en question malgré la volonté des syndicats. Je le dis quand même. Vous comprenez bien quand même que là on rentre dans quelque chose, j'entends les mots de Marie Lebec qui à mon avis sont d'une vacuité, c'est-à-dire que ça c'est des éléments de langage préparés. Oui, le droit de grève est incontournable, mais à partir du moment où vous mettez le mais, j'entends bien, je savais tout à l'heure, je voyais Philippe Bilger qui se réjouissait en disant 60 jours par an, le droit de manifester, mais alors c'est formidable, quelle bonne idée. Mais non, pas quelle bonne idée. Non, parce que vous êtes jamais retrouvé probablement dans la situation, vous, d'être quelqu'un qui doit manifester.
arrêter. Vous êtes. Mais je n'ai jamais vu qu'aucun droit social ne s'est arraché gentiment dans une espèce de dialogue. C'est bien beau de placer le dialogue social au-dessus de tout. Moi aussi, je le place, mais ça commence d'abord par du rapport de force. On peut pas décider. Écoutez, vous avez 60 jours où vous avez le droit de faire de grève, si possible le 34 mars entre 2h et 4h du matin, comme ça vous emmerderez personne. Ça n'est pas ça la démocratie. Le droit de grève, c'est comme la liberté d'expression. Pour moi, c'est de la même manière. Je ne supporte pas Éric Zemmour, mais je n'accepterai pas qu'on l'empêche de parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas tout à fait le même sujet. C'est la même chose. Ce sont des droits imprescriptibles. Ça ne se découpe pas en morceaux au gré de nos envies. Vous comprenez ce que je veux dire? Mettre en place un service minimum est encore une autre affaire. Mais ce que dit Marie Le Bec n'est pas ça. Ce que dit Marie Le Bec, ça n'est pas mettre en place un service minimum. Non. Elle dit, on sanctuarise 60 jours par an, ça suffit. Là, vraiment, on peut me raconter ce qu'on veut, mais là, on a toute la panoplie générale, la dérégulation du marché total, la fin du droit de grève, ce n'est pas acceptable. Et vous pensez vraiment qu'on va réélire un deuxième Macron avec Attal? Je pense que cette phrase, cette pensée de la ministre n'aurait pas eu tellement d'écho si on n'avait pas entendu il y a quelques jours l'absurdité de Mathilde Panot qui conseillait de faire grève durant les Jeux Olympiques. Alors la sanctuarisation, vous évoquez Éric Zemmour, je ne crois pas que la similitude soit pertinente, je dirais plutôt qu'il faudrait l'évoquer par rapport au pouvoir politique. De la même manière qu'il faut craindre que le pouvoir politique devienne un abus à force d'excès de pouvoir, on peut justifier une sanctuarisation du droit de grève parce que les syndicats français peuvent être tentés d'abuser d'une force puisque malheureusement notre pays est beaucoup trop habitué au rapport de force. Mais je suis pas, mais les relations sociales sont en bain. Je termine, je réponds à Bilger. Les relations sociales, elles sont marquées de toute façon par le rapport de force. Vous n'allez pas m'expliquer que tout ce qu'on a acquis, on ne l'a pas. Mais qu'on n'a pas acquis. Mais la congestion en Allemagne. Loïc Le Floch Prigent. Parce que regardez la pendule. Ah, pardon. Moi, je pense que le sujet est mal traité depuis le départ, parce que le sujet, c'est que les clients, en l'occurrence l'ensemble des Français, considèrent que c'est insupportable d'être pris en otage et que ceci conduit les salariés, de plus ça ira, à devenir en difficulté vis-à-vis de leurs clients. Donc tout ceci se résout uniquement, pour moi, par des négociations. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, on dise voilà, vous êtes en difficulté, nous sommes en difficulté, essayons de trouver la solution qui va permettre que nous rapprochions les points de vue de façon à ce qu'il n'y ait pas cette difficulté énorme. Alors j'ai été président de la SNCF et disons que la manière dont la négociation se fait est inacceptable. C'est-à-dire que avant même de négocier, on lance un préavis de grève. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne dans aucune maison comme ça. Et donc il y a un fonctionnement, une habitude mauvaise, et cette habitude mauvaise, il faut, avec la négociation, discuter avec les syndicats jusqu'au point où ils vont comprendre que ce n'est pas leur intérêt. Ouais, voilà. Et c'est pas l'intérêt de l'entreprise. Entre Rossignol, t'auras une cage neuve. Non, mais sérieusement, je suis sérieux, Madame Desbois. Oui, je sais que vous êtes sérieux et moi je suis extrêmement sérieuse aussi. Je le redis. Bien, le rapport de force, ça on n'est pas d'accord. Voilà, le rapport de force. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez l'amabilité de m'augmenter? Oui, bien sûr, signez là. C'est sûr qu'on a réussi à conquérir tous les droits sociaux avec votre dialogue bidon. Moi aussi, je suis pour le dialogue social. Mais à partir du moment où on ne part pas sur des bases de mauvaise foi. Tu ne peux pas considérer que les gens sont de mauvaise foi a priori. Allez, je le considère a priori. Ni d'un côté, ni de l'autre. Les avis divergent, on l'a bien compris. Allez, dans un instant, on va revenir sur un autre sujet, sur l'imam Majoubi, qui est menacé d'expulsion du territoire après la diffusion d'un de ses prêches jugés anti-français. Philippe. Alors oui, parlons vrai. Est-ce que nous sommes désarmés avec notamment la Convention européenne des droits de l'homme, et même allons plus loin avec notre droit franco-français, qui est une arme pour les adversaires des lois de la République? Faut-il modifier le cadre législatif pour pouvoir expulser facilement les prêcheurs de haine? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Élodie Journeau, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit d'asile et en droit des étrangers. L'imam de Bordeaux évoque, je cite, des propos inadmissibles, dangereux et délirants. Faut-il l'expulser?
Alors, vous ne m'avez pas invité pour demander mon avis précisément sur le fait de l'expulser ou pas. En tout cas, si les enquêtes qui ont été lancées à son égard montrent qu'il est une menace à l'ordre public, alors oui, la législation telle que nous l'avons aujourd'hui pourra permettre son expulsion. On en parle dans un instant. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous accueillir. Philippe Bilger avec nous, Françoise de Gaulle, Loïc Le Floch Prigent et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Il tient vraiment le discours de l'Oumma, c'est-à-dire tous les musulmans qui ne doivent pas s'intégrer. Que fait cet imam tunisien ? Que fait-il encore sur le sol français ? Derrière Iqiyoussen ou Majoubi, il y a des milliers et des milliers d'autres imams qui sont exactement sur cette même ligne. Il s'en prend au drapeau. On peut être sûr que c'est pas le drapeau palestinien qui le gêne. Ça, on va être sûr. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et donc le ministre Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam Majoubi de Bagnols-sur-Cèze pour ses propos sur les drapeaux tricolores. Bien que le retrait du titre de séjour soit envisageable, l'expulsion de l'imam présente des défis juridiques significatifs. Il faudra donc une preuve du trouble à l'ordre public ou d'apologie du terrorisme, condition nécessaire pour faire face à ce résident de longue date. Alors parlons vrai, sommes-nous désarmés avec notamment la Convention européenne des droits de l'homme et évidemment avec l'état de droit franco-français, qui est une arme pour ceux qui ne respectent pas les lois de la République? Faut-il modifier le cadre législatif pour pouvoir expulser facilement les prêcheurs de haine? Vous dites oui à 93% sur Twitter. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Élodie Journeau est avec nous, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, vu de votre fenêtre. Eh bien, ma fenêtre, j'ai bien conscience depuis des années d'être passé d'une sorte de respect, j'espère, absolu de l'état de droit quand j'étais magistrat, à une détestation de plus en plus forte de l'état de droit sophistiqué d'aujourd'hui qui nous interdit de prendre les décisions qui conviennent pour la sauvegarde de l'État. J'ai bien conscience, ça va nourrir le débat, je ne supporte plus qu'on mette sur le même plateau de la balance, sur deux plateaux de la balance, mais de manière absurdement proportionnelle. Et c'est mon second point, des éléments parfaitement disparates et contradictoires. On a un imam qui a tenu des propos inqualifiable, qui avait déjà été signalé, qui est une menace pour l'esprit français et la concorde nationale. Je ne comprends pas qu'on ne parvienne pas à mettre en œuvre un état de droit qui facilite les conséquences répressives de ce constat. Et j'attends avec impatience que l'humanisme de ma voisine me ramène dans le droit chemin. Françoise de quoi d'abord? Je suis partagé parce que j'ai vu les propos, il n'y a pas que ça, il n'y a pas simplement des propos presque anodins, j'ai envie de dire, sur le drapeau, par rapport aux propos tenus sur les juifs, par rapport aux propos tenus en général sur le climat général mondial. On tombe, est-ce qu'on est dans l'apologie du terrorisme? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est sur des propos antisémites? On verra, il faudra le démontrer. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive à ce point-là maintenant d'expulsion, pourquoi on n'a pas agi avant. Moi, c'est un vrai sujet qui m'interpelle. Que ce soit Iqiyoussen, que ce soit Majoubi, nous les connaissons, ces imams. Nous savons très bien où ils sont. Nous connaissons parfaitement ces mosquées. Pourquoi il n'y a pas eu de processus pour ne pas arriver à ce dilemme? Parce que moi, je suis dans un dilemme, contrairement à vous, mon cher Philippe Bilger. C'est-à-dire que si je pars du principe du bon sens, oui, ce type, il faut l'expulser, c'est mon élan naturel. Après, moi, je fais pas partie des gens qui utilisent tout moyen, ce n'est pas votre cas, mais c'est le cas tellement de la droite radicale, de l'extrême droite, tout moyen pour affaiblir l'état de droit. Ce qui nous caractérise notre grande démocratie, c'est que justement, nous sommes un état de droit et qui garantit, quelles que soient les situations, la liberté et en tout cas, qui garantit les personnes. J'en ai
je ne veux plus ce discours sur la Cour des droits de l'homme, sur la CDH, m'insupporte. C'est le discours qui est tenu par l'extrême droite. Je suis heureuse qu'il y ait une Cour des droits de l'homme. Je suis heureuse que nous ayons dans notre évolution démocratique et que nous ayons dans notre évolution européenne de notre pensée, de notre civilisation, une Cour qui préserve les droits de l'homme. J'en suis heureuse. Quelles que soient les circonstances, il n'y a pas un coup de canif qui doit rentrer là-dessus. Voilà. Et ces coups de boutoir qui sont mis en permanence m'insupportent. Voilà. Juste pour rebondir ce que vous disiez, parfois les prêches sont en arabe. Il y a de la traduction à faire et de l'interprétation qui est souvent assez difficile. C'est pour ça que parfois ça prend du temps. Je m'attaque pas à l'intérieur, j'ai faisant beaucoup de travail là-dessus. J'ai souvent dit ici que je ne croyais pas vraiment à l'état de droit et à l'existence de l'état de droit. Par conséquent, pas plus là qu'ailleurs. Donc je pense qu'il faut régler cette question le mieux possible. Voilà. Ouais. Maître, c'est important de remettre les choses dans le contexte aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Déjà, la situation de cet imam en France, qui est là depuis plus de 35 ans, je crois, qui a des enfants en bas âge, 5 enfants en bas âge, de se dire, certains parlent du retrait, de l'expulsion, d'autres parlent de lui retirer finalement son droit aujourd'hui de séjour en France. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La police, enfin en tout cas une représentante d'un syndicat de police dit que de toute façon on ne peut rien faire. Quel est votre point de vue à vous? C'est Linda Kebab qui a dit que comme il avait des enfants mineurs, on ne pouvait pas l'expulser. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. À partir du moment où une personne est déterminée comme une menace à l'ordre public, à partir du moment où une autorité pénale ou une autorité administrative l'a désignée comme telle, après les enquêtes nécessaires, etc., oui, des mesures peuvent être prises. Si les autorités administratives décident que cette personne est une menace à l'ordre public, elles pourront procéder au retrait de son titre de séjour. À partir de ce moment-là, cette personne se retrouve sans autorisation de séjour sur le territoire et donc elle pourra faire l'objet d'une expulsion plus ou moins expéditive. Mais certains disent que sans le pénal, sans la partie pénale, ce serait compliqué. C'est pas vrai. Par exemple, il n'y avait pas eu de condamnation pénale de l'imam Iqiyoussen, qui vivait là depuis très longtemps. Une partie de sa famille était française. On n'a pas besoin, par exemple, la commission de l'expulsion n'a pas besoin d'une condamnation pénale pour être mise en œuvre. D'ailleurs, en cas de danger imminent, le ministre de l'Intérieur peut décider de lui-même d'outrepasser cette commission et de procéder à l'expulsion de la personne. Il faut juste que les propos soient caractérisés d'une manière ou d'une autre. Il faut tout à fait qu'il y ait une détermination absolue du fait que cette personne représente une menace à l'ordre public. Est-ce que vous avez exprimé tout à l'heure hors antenne quelque chose qui m'intéressait sur le statut de l'épouse et des enfants, parce que Linda Kebab part du principe, comme le disait Cécile tout à l'heure, que ses enfants sont mineurs. C'est assez subtil en réalité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour que les gens comprennent bien? C'était passionnant ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Bien sûr. Donc, lorsque on retire le titre de séjour de quelqu'un, cela peut faire tomber le droit au séjour du reste de la famille ou pas. Si l'épouse a un titre de séjour qui ne dépend pas de celui de son époux, et que pour une X raison, on a dit peut-être qu'elle était française, peut-être qu'elle a un titre de séjour, elle pourrait éventuellement avoir le droit de rester ou pas. Si jamais elle a un titre de séjour qui dépend de l'imam, on pourra lui retirer ce titre de fait, mais elle pourra, étant donné qu'elle vit là depuis très longtemps, que les enfants vivent là, sont nés ici, etc., elle pourra éventuellement demander un titre de séjour sur un autre fondement. Donc ça ne veut pas forcément dire que toute la famille sera obligée de quitter le territoire français. Mais ça veut dire que si je complète ma question, si l'époux était expulsé et elle peut rester, avec qui restent les enfants? Pardon, voilà, c'est ma dernière question. Ah ben ça, c'est aux parents de décider et éventuellement de demander aux autorités judiciaires de trancher sur l'exercice de l'autorité parentale. Donc moi je pense qu'il est très important aujourd'hui, sur un cas comme ça, que nos compatriotes aient le sentiment que si jamais on en commence à enclencher une procédure comme celle qui est dans les, qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, les paroles et les actes. Je suis d'accord. Je pense que c'est très important d'aller au bout et de dire, voilà, c'est pas possible pour telle et telle raison, ou c'est possible pour telle et telle raison, mais c'est extrêmement important dans l'état de fébrilité qu'est le pays aujourd'hui. Cette histoire est scandaleuse à bien des égards. Bon, là maintenant, on engage le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Mais vous ne pensez pas que notre état de droit, tout de même, vous le jugez parfaitement proportionnel à la défense
de la nation. Je veux dire, vous n'avez pas le sentiment, si vous parvenez à sortir de votre mission quotidienne, que l'état de droit est trop sophistiqué, trop byzantin aujourd'hui? C'est pas un magistrat que je vais apprendre ça. Je peux tout à fait sortir de mon rôle quotidien. Moi, je défends les personnes quand j'estime qu'elles ont le droit de prétendre à tel ou tel titre. Si elles n'ont pas le droit d'y prétendre, je ne suis pas surprise par les décisions non plus. En l'espèce, le droit nous permet, lorsqu'une personne représente une menace, de faire procéder éventuellement au retrait de son titre et à son expulsion. Et bien entendu, l'état de droit et tout ce que ça implique jusqu'à la CEDH exige que l'on vérifie la proportionnalité des actes et des actions qui sont prises à l'encontre de cette personne. Et je trouve que cette protection, elle est absolument indispensable. Il ne faut pas essayer de dire que l'on peut s'en débarrasser ou quoi que ce soit, parce qu'elle ne fait pas que protéger les personnes que l'on accuse de telle ou telle chose en mesurant une certaine proportionnalité, elle protège l'ensemble des droits de nos concitoyens. Donc l'État, c'est la question que vous me posez en fait, pourquoi vous m'avez fait venir aujourd'hui, c'est oui, l'état de notre législation aujourd'hui nous permet d'expulser les personnes dangereuses et elle nous permet de respecter les droits de ces personnes dangereuses dans les décisions d'expulsion. Donc oui, notre droit nous le permet et les autorités, comme vous le disiez, doivent aller jusqu'au bout et dire ouvertement, le jour où elles décideront si oui ou non elles l'expulsent, pourquoi ou pourquoi pas. Alors, juste pour revenir sur son dossier, en 2023, gestion illégale d'une entreprise, et 2023 aussi une école fermée, une école qui était collée à la mosquée, qui a été aussi fermée sur son dossier. Oui, je voulais avoir votre point de vue. Alors moi, j'approuve absolument à 100% ce que vous dites et sans réserve sur le fait que la CEDH protège tous les citoyens, y compris les gens qu'on n'apprécie pas forcément. C'est ce que je veux dire. On n'est pas là dans les goûts, les couleurs, les émotions. On est dans le droit. Et le droit, c'est ce qu'il y a de plus sacré qui garantit la démocratie. Je le redis inlassablement, aussi imparfait soit-il. C'est une matière en mouvement, le droit. C'est pas un Philippe Bilger que je vais l'apprendre, ni à vous. Comment fait-on avec la Tunisie, par exemple, si on l'expulse? Est-ce que la Tunisie, on a souvent ce problème avec le Maroc, on a souvent ce problème avec l'Algérie. C'est le problème des OQTF, il y a 6% des OQTF qui sont pour la bonne raison que les visas consulaires ne sont pas signés. Donc comment fait-on avec la Tunisie dans un cas comme cela? Alors je corrige un tout petit point, il n'y en a pas beaucoup qui sont exécutés, mais c'est pas seulement la question des signatures des visas consulaires, c'est aussi parce que les autorités françaises ne nous donnent pas les statistiques sur les décisions qui sont annulées ou retirées. Faut pas oublier qu'il y en a un sacré paquet qui passe devant les magistrats, qui retirent ces décisions, qui font annuler ces décisions parce que justement elles sont illégales. Donc attention. C'est intéressant ça. Mais moi, oui, bien sûr. Et ça, on n'a pas les stats. Oui, ça j'ignorais complètement. On n'a pas les stats. Parce que c'est un peu honteux. C'est une bonne question. Il faudrait demander au ministère de l'Intérieur, ce serait très intéressant. C'est un peu honteux, c'est-à-dire qu'on fait des procédures dont on sait qu'elles n'aboutiront pas et du coup le magistrat les retire. Pour vous donner une idée, on a fait les stats dans une asso dont je suis membre. 75% des décisions de la préfecture étaient annulées l'année dernière. 75%. C'est pas dans les stats. D'accord. C'est intéressant. Et donc, pour répondre à votre question, comment fait-on quand on essaye d'expulser quelqu'un et que les autorités du pays en face, dont c'est le national, refusent de l'admettre, ça c'est une autre paire de manches. On a une législation qui nous permet d'expulser. Après, c'est aux autorités entre elles de s'organiser. Mais une fois que la décision administrative et ou la décision pénale, parce que ça peut être des procédures qui sont concomitantes, une fois que ça s'est pris, l'état de droit a été respecté et c'est la mise en œuvre de ce droit qui va éventuellement poser des jusqu'au bout complexités. de la question, puisqu'on est dans l'idée d'aller jusqu'au bout avec Loïc, je suis 100% d'accord avec lui. Imaginez, on l'expulse, Madji Majoubi, ok, on l'expulse, la France l'expulse, et la Tunisie, il arrive à l'aéroport, et la Tunisie refuse de le recevoir, refuse de l'ouvrir ses frontières, on fait comment? C'est des cas qui sont déjà arrivés. Bien sûr. Alors, ce sont des cas qui sont déjà arrivés. C'est le problème de la Tunisie. Il reste dans quoi? Dans une zone de transit? Il y a la zone internationale dans un aéroport avant de passer la police de l'air et des frontières. Il y a la zone internationale et en réalité, à partir du moment où sa seule nationalité de rattachement, c'est le pays dans lequel on l'a renvoyé et où il n'a pas le droit de séjour chez nous, en gros, il est remis aux autorités et à eux de le gérer. Philippe Bilger. C'est intéressant, merci. Est-ce que là, visiblement, il a pris un avocat, cet imam, ça veut dire qu'il va y avoir une procédure qui peut durer très longtemps?
Alors non, ça c'est aussi... C'est une question. Hein. Non, mais j'entends très bien que c'est une question et c'est malheureusement de la désinformation qui est régulièrement faite, notamment de certains bords. La justice n'est pas très rapide en France, qu'on le veuille ou non. Alors la justice n'est pas très rapide en France, certes, elle est débordée, elle manque de moyens. Il n'empêche que sur la menace à l'ordre public, elle s'est vachement accéléré ces derniers temps. Et quand on veut aller vite, on peut aller vite. Comme je vous l'ai dit, si le ministre de l'Intérieur décide que le danger est imminent, il peut outrepasser la question de la commission d'expulsion, etc. Et il peut faire procéder à l'éloignement immédiat. C'est-à-dire que même s'il y a un recours, il ne serait pas suspensif. Donc ça dépend de la procédure qui va être choisie. Bien entendu, s'il y a retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire, il y a un délai de recours. Mais ce délai de recours, c'est le délai aussi pendant lequel on a un délai de départ volontaire. Donc la personne peut décider de partir d'elle-même. Comme ça, on n'est pas obligé de la raccompagner d'une manière qui est un poil humiliante. Ce n'est pas la voie que ça prend pour l'instant, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, ce délai de recours, c'est normal. C'est le délai de recours pour un justiciable qui a le droit de se défendre. Et pendant ce délai de recours, si cette personne est considérée, encore une fois, comme une menace à l'ordre public, elle peut être placée en rétention, elle peut être assignée à résidence. Il y a un certain nombre de mesures. C'est aussi le respect de l'état de droit. Précipiter les choses n'est pas la même chose qu'aller vite. Quand on se précipite, on se casse la gueule et on fait n'importe quoi. Et on prend des décisions qui sont illégales. En tout cas, vous nous avez annoncé une bonne nouvelle, maître. On peut aller vite. Tout de même, parfois. Ah mais c'est intéressant. votre point de vue, ça a été d'une rapidité. Ça casse vraiment tous les lieux communs. Juste, vous invoquez, et normalement, vous pensez que l'exigence de proportionnalité n'est pas un véritable casse-tête byzantin. Vous trouvez que c'est une bonne mesure pour un État de droit? La question de la proportionnalité. Comment on l'évalue? Oui. Comment on le mesure? Comment on met sur le même plan la transgression et la protection? Comment vous faites? Je ne me substituerai pas justement aux magistrats, ni aux enquêteurs, ni quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose d'épouvantablement difficile. Mais non, parce qu'une mesure administrative qui est prise à l'encontre de quelqu'un, elle a forcément des conséquences sur les personnes de son entourage. On doit mesurer cette proportionnalité. Or, si par exemple, la famille doit partir ensemble en Tunisie, ou les enfants doivent être ici, mais peuvent aller rendre visite à leur père très régulièrement, etc., cette proportionnalité pourra être mesurée. Est-ce que cet homme est suffisamment dangereux pour qu'on doive l'éloigner immédiatement, ou est-ce que l'éloigner serait tellement grave pour ses enfants et pour son épouse et pour le reste de sa famille que finalement, on peut gérer sa dangerosité ici d'une autre manière. Merci mille fois, Élodie Journeau, d'avoir été avec nous, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Merci de nous avoir éclairés sur ce dossier. Merci Philippe Bilger. À demain. Merci Françoise Debois. Merci Loïc Le Floch-Prigent. Dans un instant, la gendarmerie. Vous connaissez la gendarmerie. Grande maison, la gendarmerie. Eh bien, ils recrutent. Ils recrutent un petit peu partout. On va tout vous expliquer. Comment rentrer en gendarmerie et quels métiers sont possibles. On en parle dans un instant. À tout de suite.